avec le soutien d'Ayeli. La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent De vous à nous. Notre invité du jour croit que ce qui nous meut et nous émeut, c'est l'amour, quelque forme qu'il prenne. Chanteau croit que ce qui nous perd, c'est de nous croire si différents des uns des autres, qu'aucune paix ne puisse être envisagée. Il cultive, ce Chanteau, un rêve fou, un rêve que certains qualifieraient d'utopique. Il ressent que notre vibration, ajoutée à sa vibration, notre volonté et notre aspiration accolées à la sienne, peuvent changer la vibration du monde. Il est fou, me direz-vous? Pas du tout, il croit en l'amour. Chanteau la Violette ressent que l'amour et la paix peuvent l'emporter si on y met tous son ensemble et que la réussite est garantie si l'on a l'humilité de tout remettre entre les mains de l'énergie qui nous porte tous. À travers sa musique, il veut tout à la fois vous envelopper de tendresse et vous secouer, vous chamailler, comme il dit, dans une drive des corps et des esprits. Alors, s'il y parvient un peu, alors il aura la satisfaction d'avoir fait sa part de colibri, d'avoir mis en toute humilité les talents que la vie a bien voulu lui donner au service de la plus belle cause qui soit celle de l'amour. Sa musique, cette graine de rêve portée en lui et éclose sous vos yeux, est le fruit d'un très long chemin. C'est peut-être parce que les musiciens et chacune des personnes qui l'accompagnent dans ses aventures dédiées à la musique le ressentent et le suivent dans ce qu'il qualifierait de son délire. Ceux-ci lui ont donné plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. C'est avec beaucoup de respect et d'amour qu'il leur remercie. Merci à eux, merci qu'il les ait permis qu'un vieux rêve d'enfant prenne corps et vie dans De vous à nous. C'est le moment d'accueillir Chanteau la Violette. Salutations, Chanteau. Comment ça va? Salut Cannelle. Comment tu vas? Écoute, j'aime la vie, donc le plus grand nous a donné ce privilège, donc quel que soit, en tout temps, tout terrain. Tu en profites un maximum? Je dirais, comme dirait ma sœur, à part ce qui va pas, tout va bien. Eh ben, elle a bien raison. Heureux de te retrouver sur l'île. Moi aussi, c'est mon pays chéri, c'est mon territoire chéri, on parlait de matrice. C'est la matrice, donc c'est comme un enfant. J'ai bien compris. Il sort du ventre de sa mère, donc je suis sorti du ventre de la mère Martinique. Tu y es pour combien de temps? Pour un certain temps. On raconte pas tout, hein. Allez, paraît-il que tu as eu une enfance enchantée et que ton père, dans la commune du Marin, vous réveillait la famille au son de sa guitare, mais cela se passait à fond en genre libre. Moi, je ressens plus cette odeur de café, ça fait longtemps. S'il y avait du café à la maison. Il y avait du café, du café planté, Marin. Wow. C'était un privilège qu'on avait aussi de pouvoir le planter, en prendre soin, et de récolter, et de torréfier. C'est ce que je disais en 2 temps, 3 mouvements. Raconte-nous une petite anecdote sur se lever de papa le matin avec cette odeur de café. Alors, moi, le souvenir que j'ai, et qui fait que dans Ça c'est pour l'amour, je l'ai évoqué, il y a la première scène, qui est là, qui est indélébile. C'est mon père qui part à la pêche. Donc, ma mère se réveille pour toute cette préparation. Et moi, petit, je tombe du lit pour aller espionner un peu comment tout ça se met en place. Donc, il y avait un rituel dans sa façon à lui de se lever. Ma mère se réveillait d'abord. Et voilà l'histoire du café. Et dans la cuisine. Donc, et moi, je suis d'abord à Fonds-Jean-Libre, là où je suis né, puis ensuite plus grand. Mais ça restait ce même rituel dans lequel, effectivement, ma mère prenait soin, effectivement, de prendre le café. Donc, il était bien entendu torréfié avant, pas torréfié, grillé avant. Mais comme il s'était déjà grillé, on avait l'ancien appareil en question. Le moulin. Et voilà. Et voir cette partie, cette douceur
prendre soin de son mari, parce que voilà, il y avait cette attention de tout torréfier, de préparer, de couler et de lui pouiller. Donc il y avait la table dans le salon, donc qui était une fabrication, parce qu'il était aussi ébéniste. Il avait fabriqué une table, et il avait une place sur cette table. Et ma mère emmenait ce café à cette place-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en souvenir. À cette place-là. Et voilà, donc on est petit. Et ensuite, tout doucement, on a tout le monde qui arrive, où le café est distribué à chacun. Bien sûr dosé, puisqu'on était petit, c'est de l'eau café, mais bon. Voilà. Mais c'est surtout, moi, le moment le plus culminant, c'est le moment où ma mère se réveille. Le moment où elle prépare, elle pose, elle explique à Chanto, parce qu'il s'appelait Chanto, et il l'appelait Chanto, que le café était prêt et qu'il fallait qu'il vienne prendre son café et qu'elle poursuivait de préparer le sac pour qu'il aille à la mer. Au moins une fois, est-ce que c'est déjà arrivé que Chanto fasse le café? Alors, c'est resté. Alors, je suis pas le même contexte, on va dire, parce que nos maisons ont nettement évolué. Tu parles de ton père? Oui. Est-ce que, pardon, je réitère. Est-ce que c'est arrivé au moins une fois que ton père fasse le café à la maison? Alors, je n'ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir. Je dis pas qu'il a pas fait. Ça va être, mais en tout cas, moi, ce qui est resté, c'est ça. Ta mère et les voisins t'appelaient Sicré. Est-ce que ça t'est resté? Ou petit Chanto aussi, des fois. Oui, mais le Sicré, est-ce que c'est resté? Tous ceux qui m'ont connu bébé et enfant jusqu'à l'âge de, on va dire, 7-8 ans avant de quitter le quartier, et jusqu'à ce que j'arrive à Berry, c'était à Fourgeon-Libre, jusqu'à encore aujourd'hui, quand ils me voient, cette génération qui est encore là, m'appelle encore Sicré. Parce qu'il y a une histoire à ce surnom, Sicré. Ouais, je veux bien. Comment tu dis? Sicré. Très tôt, tu t'es investi dans la vie des quartiers de la commune du Marin. Oui. Comment? Déjà avec mes parents, avec papa, qui tout le temps là, un tchébé en chacha. C'était plutôt comme ça, c'est lui, il avait son groupe et tout ça, il répétait à la maison avec le groupe. Et ensuite, il partait, nous on n'avait pas le droit. On n'avait pas encore le droit. Et j'ai eu une seule fois, je l'ai vu jouer avec des amis hors de la maison, mais c'était toujours dans le quartier, puisque j'étais très jeune, hein, très petit, on va dire. 5, 6, 7 ans, 8 ans. Pour répondre à ta question, parce que j'étais sur une image que je voulais pas perdre. Revenez-moi, parce que je veux pas perdre Je veux bien. De la vie du quartier, tu faisais quoi exactement? Voilà, donc mes premiers pas au sein du quartier. Donc il y a eu ça avec papa. Mais bon, on va dire, c'est une petite contribution. Chacha, Bouglaga fait chacha, Ladje, chacha. C'est ça, on peut faire en plus, hein, parce que l'accordéon, on pouvait pas encore toucher. Et puis ensuite, après, Daniel, mon deuxième frère, lui, avec des amis du quartier, Fred Burley, et on l'appelait Boutou, Magloire, j'ai oublié son prénom. Et ils avaient créé un groupe de tambour dans le quartier, pour jouer dans le quartier, mais aussi pour tourner sur les fêtes patronales et notamment dans les hôtels. Donc ils avaient les répétitions à la fois à la maison. Ils se sont lancés dans la fabrication du tambour. Donc, j'ai assisté avec mon frère à la fabrication du tambour. Il m'a appris à cette époque à fabriquer aussi le tambour. La peau de tambour, tout ça avec les cabris que papa pouvait tuer, tout ça. Enfin, bref. Et pourquoi je dis ça? Parce que non seulement le fait d'avoir vu la fabrication, d'avoir essayé, parce qu'il me faisait essayer. Ouais, parce qu'en fait, il y avait les marqueurs, les tambours d'accompagnement. Enfin, j'avais chaque tambour avait une sonorité, il avait quelque chose dans le groupe. Donc, avant qu'il emmène ses tambours dans le groupe, dans le quartier, il me mettait à essayer ou à l'accompagner, mon frère. Il se mettait souvent marqueur, et puis après, bien, force. Un peu un jour, il m'a dit, bon, voilà, il m'a laissé venir dans le quartier. Mais j'étais encore très jeune, hein, tout ça, attention, autorisation, maman, machin, descendre dans le quartier. Il y avait... Et puis, mon Dieu, le jour, on m'a dit, vas-y, puisque... à force de m'essayer avec lui, il m'a laissé essayer, et c'est vrai que cet acte-là a déclenché ma carrière aussi musicale. C'est vrai que je l'ai jamais dit avant,
puisque d'ailleurs je l'ai rencontré à Fort-de-France juste avant de venir. Comme quoi, l'instinct, c'est quelque chose. Franck Girondin, qui était Madame Girondin, qui est venu me chercher dans le quartier du fait de m'avoir vu jouer avec le groupe à la fête patronale. Ils ont su que j'étais très jeune, hein, je dois avoir 15 ans, 16 ans. Et je jouais. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe Fleur de Cannelle. Voilà. Donc, voyez un peu l'étape. Papa, Daniel qui fabrique, qui me fait m'entraîner sur le tambour, les tambours qu'il fabriquait pour le groupe. On répétait dans le quartier à Croisé, Font-Jean-Libre, Berry. On répétait là régulièrement jusqu'à ce que tout soit au point. Et la notion de répétition, c'est en amont de concert. J'ai vécu ça comme les événements Noël, Carnaval, n'en parlons même pas. Et puis j'étais déjà jeune parce qu'il fallait être très costaud, musclé. Le Carnaval, on partait du quartier. Donc on fabriquait les tambours et on n'avait même pas pensé à nous soulager un peu le coup. C'est de mettre le tambour sur et frapper devant et partir de Montcoubaril, parfois du Péou, jusqu'au Marais. On jouait le tambour pendant le Carnaval. Mais très sincèrement, c'était une joie. Ah oui, on a même pas mal. D'accord. Ah ouais, on est dans le groupe et je suis tout petit. Quel est le livre que l'on retrouve sur ta table de chevet? Sur ma table de chevet. Alors, ça a été pendant de très très longues années la Bible. Et je crois qu'il est passé dans mon cœur. Donc, et aujourd'hui, ce sont, on va dire, c'est pas un livre, il y a des livres. Voilà. Just one. Just one. Alors, celui qui est vraiment là en permanence, c'est un livre qui est sur la réussite. Alors, j'ai pas l'auteur. C'est un livre sur la réussite, personnelle et professionnelle. Bien. Tu lis souvent Murphy? Entre autres. Bien. Que penses-tu de l'oisiveté? L'oisiveté? C'est un mot qui m'évoque soit un acte délibéré au sens que on a besoin de s'évader. Voilà. J'ai travaillé beaucoup dans l'insertion, en tout cas d'être proche des gens dans leur parcours de vie. J'ai eu aussi ceux qui ont été là pour mon parcours de vie. Et le fait on a pris soin de moi, on a été bienveillant et on m'a aussi transmis ce qui était intéressant, en tout cas pour mieux se réaliser. Donc et j'ai pris soin, dans le cadre de cette activité, on va dire, d'accompagner les gens, de permettre à des personnes qui ont eu un moment où ils étaient justement dans la question où ils auraient voulu faire autrement, mais il se trouve que voilà, ils sont face à moi dans un contexte qui est celui qui n'est pas volontaire pour le coup. Ça peut devenir volontaire parce que le millefeuille de la vie fait que on les retrouve là, mais ils sont encore gorgés d'envie, de motivation. Et pour moi, c'est une occasion de faire des bilans, de comprendre, d'analyser, d'observer pour celui qui est, parce que moi je l'ai été, et pour celui qui est en face, comme je l'ai été en face des personnes qui se retrouvent comme moi je l'ai été. C'est l'occasion effectivement de puiser, parce que ça peut être une richesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On voit quelqu'un sur le bord de la route, mais elle doit avoir une richesse. Si je te demandais justement un message pour la jeunesse martiniquaise, quel serait ton message? Quel que soit l'âge, le stade, là où il se trouve, tant qu'il y a un brin de conscience, il y a de l'espoir. Bien. Il faut travailler, et par le travail, par l'abnégation, on va se trouver sur notre route quelque chose qui nous remettra sur la route. Alors je vous dis, hein, cette émission elle n'est pas préparée Jean, mais là c'est trop comique. Tu t'offres ta première guitare en faisant tes jobs de béton, hein, tu vois, comme quoi.
quand elle est arrivée à la maison, j'imagine même pas ta joie, hein, ta première guitare. Ah oui. C'était une guitare. Je l'ai même pas recommandée. ouverte tout de suite, je l'ai gardée. Quoi. J'ai eu dans la boîte longtemps. Avec qui tu as pris tes premiers cours de guitare et comment t'as semblé ton apprentissage? Facile, difficile, Premier papa. Ah. rigueur? Ah ouais, on va pas battre les rêves. Ce qui m'avait appris très tôt, c'est les accords plutôt mélancoliques, ceux qui sont plutôt, pas mélancolie, mais voilà. Et puis tout ce qui était un peu joyeux, c'était les accords majeurs, voilà. Il m'a appris ça. Après, c'était un problème de timing. J'ai eu la chance de rencontrer Rodrigue Ludberg, et là, il est parti pendant le Covid. Mes condoléances à la famille, et ça a été un moment très difficile pour moi d'ailleurs quand il est parti. Mais ça a été celui qui m'a vu avec ma guitare comme ça là, et j'étais gling à essayer de sortir un son, et il dit moi viens. Il était juste en face, je savais pas qu'il était guitariste. Et au fait c'était le bassiste de la Potesta. Et il m'a fait venir parce qu'il avait sa fiancée à l'époque qui était en face de la maison. Et il m'a fait venir avec la guitare, et voilà, il a réaccordé, tout ça. Et puis il a commencé à jouer. Oh, j'ai dit, j'aimerais tellement jouer comme ça. Il m'a dit, bien, pas de souci, je suis là tout le temps, dès que tu veux. Tu faisais la petite approche Et par voilà. rapport à la petite fiancée qui était à côté. C'était pas mal, Voilà, ça. c'est comme ça que ça a commencé. Au sens vraiment, parce que, au fait, papa, c'est normal, il partait, il y avait la pêche, il travaillait, il fallait nourrir la famille. Voilà, il fallait nourrir la famille. Donc, lui, il était dans le côté loisir, pour le coup, détente, le week-end, il sortait sa semaine de travail. Moi, j'ai pas l'habitude du temps, hein, je suis encore jeune. Et, mais lui, c'est vraiment, il m'a consacré beaucoup de patience, surtout, parce que voilà. Ah, il faut être patient, l'apprentissage, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, tu as combien de guitares? J'en ai 2 aujourd'hui. J'en pourrais en avoir plus, mais alors j'ai mon frère Claude aussi qui en avait 2. Il avait une bleue, une basse. Il en avait 3. Donc ça nous faisait 5 dans la famille. Donc ça nous faisait quand même 5 guitares. J'avais aussi France Turnal qui aussi que j'ai rencontré au lycée agricole, alors là c'est clair, il m'a fait passer un niveau de l'aspect rythmique. Là le changement s'est opéré là. Et j'étais tellement sur l'électroacoustique, j'ai pas voulu trop changer ce modèle de guitare. Alors après, j'ai changé de guitare parce que chaque fois que je passais de niveau, j'avais envie d'une guitare qui correspondait un peu plus Je sais pas, il y a une guitare juste à tes côtés. Est-ce qu'il y a une exigence quand on choisit une guitare? Moi, oui. Parce que moi, avant tout, le son, c'est une représentation de l'âme. Voilà. C'est pas de dire, ouais, m'entendre dire telle guitare fort, bah, comme ça, qu'il casse son nain, et que, ce qui est important pour moi, c'est, ce que ça m'évoque. T'en as déjà essayé plein. Ah oui, dans les magasins, quand tu rentres, beaucoup. d'accord. Il y a ici en Martinique, et puis, bon, après, comme je suis parti pour les études après le bac, et j'arrive à Paris, et tout de suite, là, j'ai pas attendu qu'on m'indique, j'ai cherché. Mais tu me parles de l'âme, c'est-à-dire que tu arrives dans le magasin, tu ressens tout de suite que... Ah oui, tout de suite. Non. Mais oui. Ok. Je prends, je dépose. Ok. Voilà, le premier magasin, c'était à Montparnasse, alors j'ai pas le nom. C'était à Montparnasse, je crois qu'ils ont dû me mettre dehors tellement que... Voilà, j'en ai passé plein, et je m'étais arrêté sur la Cuenca, qui était une guitare espagnole. Alors peut-être que j'avais en tête encore ces sonorités un peu flamenco et tout ça, et puis papa aussi avait une sonorité de guitare. Et puis ensuite, j'ai réévolué encore, parce que j'ai fait un certain nombre de magasins, mais il y a des magasins clés, bon, je vais pas faire de publicité pour les magasins de Paris, mais il y en a une à Bastille, et là, pour le coup, c'est des rencontres avec des personnes sur place, parce que comme je recherchais quelque chose de précis, et c'est le luthier du magasin qui passait par là, il me regardait toucher ma guitare, la manière dont je la touchais, et il trouvait que j'avais une façon de, voilà.
Et il me dit, voilà, essaye ça. Et j'essaye, et qui est la guitare qui m'a un peu révélé d'ailleurs. Et cette guitare-là a pris une place extraordinaire dans tout ce que j'ai pu faire. Et pendant que j'étais en train de jouer avec, il y a un gitan. Ils étaient dans les boîtes Vincennes, ils étaient de passage à Paris. Et ils passaient par là, ils voulaient s'acheter une Takamine, enfin c'est bref, pour reparler de marque de guitare. Il était là, il était à côté de moi, mais je faisais pas attention. Hein. Et moi, je suis en train de jouer, et il s'arrête, il vient me voir, il me dit excuse-moi, vous pouvez me la passer? Et il la prend, et il commence à jouer. Mais il joue, ce qu'il joue, c'est clair, je sais pas le niveau par rapport à lui. Il me dit, il demande au lui dit, je peux en avoir une autre? Le gars lui dit, non, désolé, il n'en reste que celle-là. Il y en avait de la même marque, il y en avait d'autres. Il dit, il n'y en a pas une autre comme celle-là. Le gars, il me dit, je lui dis au gars. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que il faut que ça touche à quelque chose que je peux pas expliquer. Le sens du partage dans la vie. Ah oui, ça complètement. Non, je pense à la guitare. Bon, bref. Non, mais là, pour le coup, tu la voulais, tu l'as eu. Je la voulais. Il y a des moments, il faut le choix. Parce que quand on fait un choix, Nous appartient. ça nous appartient. Vice-président de la SCOIA, ce fut un temps, paraît-il. Parle-nous de ce club. C'est quoi ce club? Il existe toujours? Il existe toujours. C'est un club qui, après le club du Marin, où j'ai commencé, club olympique, j'avais été, c'était le mercato. Le club colonial était venu me chercher, mais à côté du club colonial, il y avait la SCOIA, parce qu'il y avait beaucoup de sprinteurs là-bas. J'ai eu la chance de rencontrer Herman Ponzo, des machins. Pourquoi ton fils court. Voilà, exactement. Tu continues à faire du sport? Et comment? Je prépare, je suis dans le groupe qui prépare les mondiaux pour les masters, pour 2024. On verra après, chaque temps. On en apprend des choses, hein. Oui. Ah non, ça se voit, bien bon. Oui. Donc la SCOIA est venue parce que quand je suis revenu de mes études, et que je suis revenu de mon titre de vice-champion, de mon titre de, mon Dieu, un de mes titres, je suis revenu en Martinique, travailler, et quand j'ai repris le sport, j'avais cette possibilité, et c'est là que je rencontre Roger Grangemois sur le stade, et il me voit, il me dit, c'est pas possible, à ton âge, 33 ans, comment tu peux avoir des jambes encore comme ça? Et il m'aborde et tout, et il me dit, voilà, moi je pense que tu as un avenir en sprint. Et moi, je voulais faire le demi-fond, parce qu'avant, c'était le demi-fond. Et le long. Et c'est là que je dis, OK, moi, je veux bien essayer. Et j'essaye, et ça marche tout de suite entre lui et moi. Mais dans les compétitions, tout de suite, voilà, j'étais au milieu des jeunes, et les Dimitri Desmonnières, les Fabrice Canini, tout ça, voilà, j'étais avec eux, et malgré mes 33 ans, et puis voilà, donc ce club, quand j'ai eu mon titre de vice-champion d'Europe, 4x400, donc j'ai estimé que 2 ans après, grâce à ce club, j'avais réussi à me hisser à ce niveau-là. J'ai estimé qu'il fallait redonner à ce club du temps. Quand on t'entend, on a l'impression que tu fais partie des partisans de quand on veut, on peut. Ah non, mais là, je suis plus que convaincu. Bien. Qu'est-ce que le succès selon toi? Succès. Alors, c'est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je réponds d'abord spontanément, et puis après, je dirais quelque chose qui est dans l'ordre de la notion de la réalisation de soi. Si on doit raisonner réalisation de soi, au sens que quand on aime ce qu'on fait, c'est comme quelqu'un qui décide de faire un gâteau. Il peut pas se dire quand il va goûter ce gâteau au bout. Il faut être patient quand même que ça sorte du four. Mais rien de pire, c'est on peut le prendre, on le goûte, on est content. Mais quand on le partage avec d'autres, et puis on voit les gens manger le bout, on n'a pas besoin de dire c'est bon.
on les voit, leur palais, on voit dans l'expression du corps, c'est kinesthésique presque, que il y a quelque chose, qui s'est passé quelque chose. C'est pareil pour un aliment qu'on plante. On plante quelque chose, ça peut être fade, mais on prend quelque chose et puis c'est goûteux. Vous voyez, on prend en dashi, on prend soléa. On prend ce qu'on veut, c'est le même principe. Sans épices, on sent que c'est goûteux. Pour une tomate, par exemple, qui est un aliment où ça monte très facilement au palais. Oula. Et voilà. Et donc, À l'estomac aussi. pour moi, après, il y a beaucoup de sujets sur ça. Ce que je veux dire par là, pour moi, le succès, c'est, sous cette notion de réalisation, c'est de ressentir quelque chose qu'on a visualisé. Deuxième niveau, c'est de voir que ça percute chez l'autre, mais l'autre a sa propre représentation de quelque chose qu'on a visualisé. Et de sentir qu'il y a un bonheur on peut pas capter si l'autre nous l'a pas transcrit. C'est comme quelqu'un qui chante, il est sur scène, si c'est froid, il sait pas. Mais ça veut pas dire les gens en face n'a pas apprécié. Comme ça va être celui qui va être en effervescence face à quelque chose qu'il a ressenti. Donc, si c'est ça, pour moi, le succès, oui. Voilà. Il y a plusieurs phases. Pour moi, la notion de succès, de la notion de réalisation de soi, c'est ça. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a le succès au sens que il y a un chemin qui est long, il y a un attendu et le résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprécie est-ce que c'est un succès pour nous ou pour les autres? C'est tout le débat. Et là, on me dit qu'il ne reste que 5 minutes. J'ai même pas fini ma première feuille, mais ça, c'est bien toi. Tu me poses des questions. Ça. Oui. Confie-moi 2 qualités que tu attends de tes proches. Que j'attends? Alors, chez moi, c'est assez complexe, au sens que j'ai tellement reçu. Gratitude. Voilà. Merci. Merci. Oui. Merci le ciel. Que l'attente, c'est de voir le partage dans quelque chose qui est dit, pas dit. C'est les 5 sens, quoi. C'est pour moi, l'attente, il n'est pas forcément qu'on a mis un mot. Il est sous les 5 sens. Ça, c'est mon premier. Pourquoi? Parce que si on s'adresse à quelqu'un qui est handicapé, par exemple, je saluais le frère d'un beau-frère qui est sourd et muet. Quand je lui ai donné la main, ça c'était ce week-end, je l'ai vu là, il a pas sorti un mot parce qu'il parle pas et il dit rien. Mais il vibrait parce que je l'ai vu tout petit. Le ressenti. Il y a un truc qui est là. Donc je sais pas si c'est ça, oui. Après, il y a l'attente qui va être, bon, on se dit quelque chose et est-ce qu'on est dans une opération comptable, pas comptable? Moi, je suis pas dans l'opération comptable. Je vois pas la vie comme une opération comptable. Donc si c'est l'attente de l'opération comptable, non. Si c'est de dire, on a essayé, on en est là. On a essayé, ça a marché. On a essayé, mais pour moi, chaque fois, ça a marché parce que je peux chanter quelque chose aujourd'hui, je vais chanter autre chose demain. C'est peut-être ma tristesse d'hier, mais qui est peut-être la joie de demain. Donc, je sais même pas quoi dire de ce qui j'aurais pu attendre et peut-être que c'est ce qui m'a fait faire le reste du chemin. Donc. Merci. On en vient à ma liste des 5 mots puisque on en arrive à la fin de cette émission. J'aimerais avoir ton ressenti par rapport à ces mots et que tu me fasses juste une phrase. Le premier mot est non. Non, il faut jamais lâcher parce que j'ai des personnes depuis ma naissance qui me poussent à croire demain. Il y en a un qui m'accompagne aujourd'hui. Il est là, Loïc Dijon, je le dis. C'est donc non à l'abandon.
Bien. Le second mot, ça va être le marin. Ah, Le visage. oh détendu. marin. Parce que c'est un lieu, j'ai toujours la joie. D'accord. Quand j'arrive après l'Ancilier, je sais pas expliquer. Normal. Voilà, il y a. Troisième mot, complexité. Complexité, c'est la chance de la vie. L'ADN est complexe. La naissance est complexe. La relation avec soi-même est complexe. La relation avec les autres, la famille. Je regarde mes parents, ma maman, mon papa. J'avais trouvé ça trop complexe. Finalement, je trouve ça beau, la complexité. Après, à chacun, si on s'arrête pour pour moi, la complexité, c'est des fruits. C'est comme un arbre qui perd ses feuilles, mais elle ressurgit à chaque saison. Si je te dis enthousiasme. Enthousiasme, c'est ce qui doit c'est au réveil. Tiens, le petit lot de café. Le dernier mot, la famille. Ah, la moelle. Ah. Oui. C'est tout ce qui nous tient. Alors, puisqu'on en arrive à la fin, te demander quand même quels sont tes projets et dire quand même que c'était une entrevue, comme par habitude, passionnante. J'en ai même pas posé de questions, ça passe tout seul. Merci. Non, c'est moi. Je me retrouve accueilli par toi et tu sais ce que je pense de toi. Et voilà. Les projets sont pour moi intemporels. Elle prend des formes, elle prend des situations. Regarde, on se retrouve ici. Et je suis tellement. Et puis je suis content. Jean-Marc et l'équipe aussi qui m'a toujours accueilli. Fusion TV, le groupe Fusion qui fait un travail formidable parce que c'est important que à travers ce qu'on projette, qu'on je puisse me retrouver ici à dire que j'ai encore ce bonheur et ce rêve de pouvoir m'exprimer ici, mais aussi de le traduire en live, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Continuer à créer. J'ai un album que je travaille dessus, ça fait déjà plus de 5 ans, 2 ans là qu'on travaille d'arrache-pied. Il faut des moyens, bien sûr, mais il faut aussi le contexte. La pandémie nous a pas aidés. Mais peut-être à donner d'autres pistes pour le sortir. Donc prochainement, voilà. Et puis il y a Teasing Caro Debout que j'ai remis en selle parce que c'est une partie de nous, ce côté un peu instinct et ne pas perdre cet amour agapé qui fait de nous l'enfant de la terre. Merci pour cette entrevue C'est très moi. chère. Ouais. Merci à Jean-Marc, merci à toi, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse tous. Merci d'être là avec nous.